président de la République n'a pas, au terme de notre Constitution, le pouvoir ni la prérogative d'intervenir dans les décisions qui sont prises de manière souveraine par la Cour constitutionnelle. Ce qui se passe en ce qui concerne ce contentieux électoral des députés est malheureux, très malheureux. Nous devrons en tirer les leçons pour bien faire. La première leçon que moi je tire, c'est que le contentieux des élections ne devrait pas être un contentieux constitutionnel. Nous apprenions à respecter les institutions. La justice est une institution. Le juge rend une fonction. Et lorsque le juge a failli, il y a des mécanismes qui sont prévus. C'est ces mécanismes qu'il faut actionner. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, fidèles internautes de 3W Plus Clair Télévision. Vous nous suivez de partout. Ça a toujours été un réel plaisir pour nous de savoir que vous êtes nombreux. Vous êtes branchés devant vos téléphones, vos iPads, vos ordinateurs et surtout vos écrans téléviseurs. Vous suivez votre émission Vérité de tous côtés sur la chaîne des vérités. Grand merci à Popo Layumbi qui est derrière la caméra. Grand merci à vous tous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, Joël Kombi reçoit pour vous un professeur d'université. Il est le professeur du droit. Il est en même temps avocat. Et c'est avec lui que nous allons essayer, parce qu'il est censé dire les droits. Sans plus tarder, je dis bonjour, professeur Poyika Moulay. Bonjour, madame. Comment vous allez, professeur? Ça va bien, merci. Et vous-même? Ça va très bien. Voilà, professeur, nous sommes venus vous chercher parce que la justice, soit-il les droits de notre pays, la façon dont elle est appliquée fait couler beaucoup d'encre et salive. Voilà pourquoi nous sommes venus vous chercher pour savoir. Il y a, on dit souvent, l'arrêt de la Cour est inattaquable. Est-ce que vous pouvez expliquer au monde entier, à la population congolaise et qui vous suit à cette instance, ce que cela veut dire? Oui, vous voulez dire l'arrêt de la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Très bien. Il y a beaucoup de confusion dans notre pays, parce que cette expression, les gens l'entendent et se posent la question, qu'est-ce que cela signifie? Alors ça signifie que la Cour constitutionnelle est une cour qui dit le droit. C'est une cour qui ne, pas à la différence des autres tribunaux et cours d'appel, intervient sur les questions de fait. La justice, normalement, reconnaît que un juge a toujours une chance sur deux de se tromper. C'est pour ça que la justice normale prévoit un double degré de juridiction. Double degré de juridiction signifie que lorsque les parties ont un litige, ils vont aller voir le juge au premier degré. Ce juge va rendre sa décision. Et si les parties ne sont pas satisfaites de la décision rendue par le premier juge, ils ont la possibilité de faire appel à un second juge, c'est-à-dire aller en appel, et le juge d'appel reprend tout le procès, depuis le début jusqu'à la fin, revérifie tous les faits et applique le droit. À l'issue du deuxième procès en appel, l'affaire est terminée. En ce moment-là, il n'y a plus d'autres recours possibles. Le recours autorisé par la loi est le recours en cassation. C'est-à-dire que le dernier juge va se prononcer simplement sur les questions de droit et non pas sur les questions de fait. C'est pour ça que, de manière normale, qu'il s'agisse de droit pénal ou de droit civil. En droit pénal, c'est lorsque vous êtes accusé d'une infraction, vous êtes poursuivi au premier degré. Si vous êtes condamné, vous avez la possibilité d'aller en appel. Et si votre condamnation est confirmée au niveau d'appel, vous ne pouvez aller en cassation que sur la question de savoir si le juge d'appel a appliqué correctement la loi ou a correctement dit le droit.
la substance du droit. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle n'est pas un juge de fait. Il n'examine pas les faits. C'est pour ça que la Constitution a déterminé que lorsque la Cour constitutionnelle, qui ne se prononce que sur les matières, le fond du droit, dès qu'elle a rendu sa décision, eh bien cette décision est finale, elle est inattaquable parce qu'il n'y a pas d'autre juridiction supérieure qui peut revoir ce que la Cour constitutionnelle a déterminé. En quelque sorte, la Cour constitutionnelle est comme la loi. Elle est impersonnelle. Sa décision, la décision de la loi est impersonnelle et d'application générale. C'est pour ça que la Constitution a déterminé que lorsque la Cour constitutionnelle s'est prononcée, ces arrêts sont définitifs, opposables à tous et applicables immédiatement. Voilà, applicable immédiatement. Est-ce que le président de la République, étant le garant de la nation, ne peut pas faire tomber d'une manière ou d'une autre la décision de la Cour? Vous savez, quand vous parlez du président de la République, et sans doute vous faites allusion à notre président actuel parce que un pays n'a qu'un président à la fois. Et notre président a dit qu'il allait veiller à la consolidation de l'état de droit dans notre pays. L'état de droit, notre Constitution commence dans son préambule et dans son article 1er par cette affirmation que la République démocratique du Congo est un état de droit. Et elle établit une séparation stricte des pouvoirs. Elle établit le pouvoir exécutif, qui est incarné par le président de la République, le pouvoir législatif qui est incarné par l'Assemblée nationale et le Sénat, et le pouvoir judiciaire qui est incarné par les juridictions d'ordre administratif, de l'ordre judiciaire, et qui sont coiffés par la Cour constitutionnelle. Ces trois organes sont indépendants l'un de l'autre. Donc le président de la République n'a pas, au terme de notre Constitution, le pouvoir ni la prérogative d'intervenir dans les décisions qui sont prises de manière souveraine par la Cour constitutionnelle. Et par ailleurs, ce n'est pas simplement une question de savoir si le président, en tant que garant de la nation, peut intervenir. Pour être juge, il y a des conditions qui sont requises. Ce n'est pas simplement parce qu'on est investi d'un pouvoir. Il faut avoir étudié le droit, il faut avoir pratiqué le droit. Donc, même si le président avait étudié le droit, mais n'étant pas investi de ce pouvoir. C'est comme moi, j'ai étudié le droit, mais je ne suis pas un membre de la Cour constitutionnelle. Donc le fait que je possède un diplôme de droit ou que j'enseigne le droit ne m'habilite pas à intervenir. Donc je voudrais simplement que notre population comprenne que dans un État démocratique basé sur le principe de la séparation du pouvoir, chacun a ses compétences et ses attributions. Et le président de la République n'est pas investi de ce pouvoir d'intervenir en matière judiciaire, pas plus que le président de la République ne peut intervenir pour changer une loi. Donc, on ne peut pas simplement dire le président de la République est garant de la nation, donc il doit intervenir en matière judiciaire, mais alors il peut aussi aller intervenir en matière législative. Si le président estime qu'une loi ne porte pas, n'est pas dans l'intérêt de la nation, est-ce qu'il peut juste convoquer le président de l'Assemblée nationale et dire « expliquez-moi un peu pourquoi cette loi a été votée ». Voilà l'état de droit. Et nous allons y arriver progressivement, lentement, mais c'est ça, l'état de droit. Le président de la République peut converser avec les autres organes de l'État, peuvent échanger, mais généralement entre les chefs des institutions, et en particulier
les institutions judiciaires. Dans les États démocratiques, il est fortement conseillé que les présidents des institutions, et surtout pour garder la crédibilité de l'institution judiciaire, que les contacts entre le président de la République et le président, le plus haut magistrat, c'est-à-dire le président de la Cour constitutionnelle, soient réduits au maximum. Ça devrait être très rare. Et ici, le débat ne porte même pas sur ce point essentiel. Le débat essentiel est celui de savoir pourquoi est-ce que le contentieux de l'élection se effectue au niveau de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une matière qui devrait être attribuée, dont la compétence devrait être attribuée à la Cour constitutionnelle. Parce que d'abord, lorsque cette matière est jugée à la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une question de droit, c'est une question de fait. Et donc, les partis à ce contentieux sont privés de la possibilité d'aller en appel. Admettons, comme on dit, qu'il y a eu erreur matérielle. Mais ce n'est pas la fonction d'une juridiction qui a déjà jugé et qui s'est dessaisie de revenir sur ces points. C'est pour ça que si la compétence avait été attribuée aux tribunaux administratifs, conformément à ce que nous avons dans le pays, comme pour les élections provinciales, il y aurait eu la possibilité pour les députés qui se sentent lésés de recevoir la décision du tribunal administratif, et au cas où cette décision leur aurait paru totalement injustifiée, alors de se pourvoir en appel au niveau du Conseil d'État. Il y a une anomalie dans notre Constitution en ce qui concerne les compétences de la Cour constitutionnelle, et c'est ce débat que nous n'avons pas dans notre pays. Et tout le monde se frotte et se querelle sur si la Cour constitutionnelle a dit le droit dans les délais, Pas dans les délais. C'est une question technique. J'aurais souhaité que vous soyez là hier. Nous avons eu à la faculté de droit une très belle journée scientifique où mes collègues, qui sont d'ailleurs très connus sur la place ici, le professeur Mbata, que l'on entend très souvent sur les ondes, et le professeur Kalouba Diboué, qui se sont échangés longuement sur cette question. Donc la question est beaucoup plus technique qu'il ne paraît. Mais ce que je souhaiterais que notre population retienne aujourd'hui, c'est qu'il est anormal. Il est anormal que le contentieux de l'élection législative soit attribué à la Cour constitutionnelle, parce que c'est une question de fait, ce n'est pas une question de droit, et il n'y a pas de raison sur le plan strictement juridique pour que cette matière relève de la compétence de la Cour constitutionnelle. Voilà, la question ne relève même pas des compétences de la Cour constitutionnelle, mais elle est réglée à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'on peut donc encore croire vraiment à la justice dans ces pays? Ben, mais la justice, vous savez, je commençais par vous dire que le juge a toujours la possibilité de se tromper une fois sur deux, en ce qui concerne le fait. Il a aussi la possibilité de se tromper une fois sur trois en ce qui concerne l'application du droit. Surtout, c'est ce qui pose problème, l'application. Quand je parle de l'application du droit, c'est-à-dire la bonne compréhension des termes de la loi et son application correcte. C'est pour ça que partout dans le monde civilisé, on prévoit et on comprend cela. Et ici, la politisation du contentieux électoral, en particulier le contentieux au niveau législatif. C'est cette politisation qui doit être corrigée en ramenant ce contentieux à la juridiction appropriée, qui est normalement et naturellement les tribunaux d'ordre administratif plutôt que la Cour constitutionnelle. Et ceci corrigerait le fait que
lorsqu'on conteste l'élection, eh bien, on a d'abord, chacun est conscient que le premier juge peut se tromper, et quand il se trompe, ce n'est pas un drame. Le juge, quand il se trompe, cela ne signifie pas qu'il est nécessairement corrompu, comme nous l'entendons. Il y a des dégâts qui se font. Se tromper est humain, n'est-ce pas? Se tromper est humain, nous nous trompons. Tromper. Mais assumer. Moi, je ne prends pas et je ne fais pas ici la défense des juges à la Cour constitutionnelle. J'explique que le fondement pour que notre peuple comprenne que le juge se trompe toujours, de bonne foi, peut se tromper. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous entendons les candidats malheureux dire toutes sortes de choses. Vous savez, on est toujours, quand on est parti à un procès, il y a toujours une partie qui perdra le procès et une qui gagnera le procès. Et quand on n'est pas de bonne foi, la personne qui a perdu le procès accusera toujours le juge dans notre société. Ce n'est pas comme ça ailleurs. Vous savez, il y a eu Clinton. Madame Clinton avait perdu les élections aux États-Unis. Monsieur Gore, il y a plusieurs années, avait perdu les élections. Ils sont allés devant le juge. Et quand le juge a rendu... Clinton n'est pas allé devant le juge, elle a compris et s'est arrêté là. Bush et Gore étaient allés devant le juge. Et quand le juge a rendu sa décision, ils se sont inclinés. Ils ne se sont pas mis à dire tout ce que nous entendons dire sur nos juges. Est-ce qu'ils sont différents de nos juges actuels? Je ne sais pas, parce qu'ils sont différents de nos juges. Et maintenant, on en parle simplement en ce qui concerne le contentieux de l'élection des députés. Mais nous avons entendu la même chose quand il s'est agi du président de la République. Ce sont pourtant les mêmes juges. Alors, ceux qui ont gagné les élections, ceux qui avaient voté pour le président, ceux qui n'avaient pas voté pour le président, auraient dû faire comme ceux qui avaient voté pour Clinton, pour Trump. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas chez nous? Nous avons encore un long chemin à faire et malheureusement, certains d'entre nous, les juristes et les professeurs d'université, nous ne éduquons pas suffisamment la masse pour comprendre que le juge, quand il s'est trompé, même lorsqu'il s'est trompé, il y a des mécanismes. Lorsqu'un juge a été corrompu, il y a une procédure qui est prévue parce que le juge n'est pas non plus au-dessus de la loi. Et alors, il faut aller actionner et faire poursuivre le magistrat. Mais pour cela, il faut avoir les faits. Il ne suffit pas de se contenter et d'aller clamer sur vos chaînes de télévision que tel juge est corrompu, etc. Il faut, si vous êtes convaincu que le juge est corrompu, si vous avez vu les acteurs de la corruption aller corrompre les juges, eh bien, faites confiance à la justice, apportez les preuves que vous avez et laissez la justice suivre son cours normal. Voilà comment nous allons édifier notre nation plutôt que ces jeux d'altercation, d'injures et de traiter nos juges de tous les maux. Sachons que si nous ne respectons pas nos juges, eh bien, nous n'aurons pas la... Ça choque aussi quelque part lorsque le juge ne respecte pas la loi. Mais c'est exactement ce que je dis. Ce n'est pas nouveau, ça n'arrive pas qu'au Congo. Mais si un juge n'a pas respecté la loi en Belgique ou en France, il n'est pas traité de la manière dont nous traitons nos juges ici. Ça dépend de la façon de voir de chacun. Non, ça ne dépend pas. Votre mission en tant que journaliste, c'est de contribuer à éduquer. Et la bonne éducation, lorsque déjà la Cour accepte de réexaminer les invalidations, donc quelque part, elle s'acquise et s'est dit, bon, je n'ai pas bien travaillé. Tout ça, ce sont des anomalies. Normalement, un juge ne s'explique pas sur la voie publique. Un juge ne va pas donner des
conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes et dire voici ce que nous avons fait et voici ce que nous allons faire. Normalement, les juges disent le droit de manière sereine, n'a pas d'entretien avec les différentes parties. Ça, c'est ce qui est normal. Moi, j'ai pris l'habitude de dire à mes étudiants que nous vivons dans un pays anormal. Nous devons prendre conscience de cette anormalité afin de pouvoir faire l'effort nécessaire de ramener notre pays progressivement vers la voie normale. Ce qui se passe en ce qui concerne ce contentieux électoral des députés est malheureux, très malheureux. Nous devrons en tirer les leçons pour bien faire. La première leçon que moi je tire, c'est que le contentieux des élections ne devrait pas être un contentieux constitutionnel. Il ne relève pas de la compétence de la Cour constitutionnelle. Il faut le ramener au niveau où il appartient. Deuxième leçon que je tire, c'est que chaque parti a droit au double degré de juridiction. S'il y avait eu le respect du double degré de juridiction en ce qui concerne le contentieux des élections des députés, nous n'en serions pas là. Il n'y aurait pas eu cet émoi dans la nation parce que ceux qui auraient été invalidés au premier degré auraient attendu patiemment de se pourvoir un appel et à l'issue de cet appel, même s'ils n'avaient pas reçu satisfaction, ils pouvaient se dire au moins le premier juge s'est trompé parce qu'il, pour n'importe quelle raison, même s'ils disent qu'il s'était trompé parce qu'il avait été corrompu, et alors le deuxième juge, il a encore été corrompu. Alors dans ce cas, il faut réunir toutes les preuves. La corruption ou la concussion sont des infractions pénales qui sont prévues et réprimées à travers notre code pénal. La meilleure chose à faire, ce n'est pas d'aller voir Madame Combé et crier haut et fort que tel juge a été corrompu. Il faudra que nous apprenions tous, et à commencer par nos politiciens, à respecter nos juges. Et lorsque le juge se trompe, ou lorsque le juge est corrompu, alors il faut réunir les preuves de la corruption et faire actionner la loi et faire sanctionner ce juge plutôt que de faire ce que nous faisons et qui ne nous avance pas, qui n'élève pas la nation et qui fait de nous un peuple de troubadours et un spectacle qui ne honore pas la République démocratique du Congo. Professeur, merci beaucoup. Et ce que font les juges élèvent la nation, si je comprends bien. Non, je pense... Vous avoir passé les délais qu'il fallait pour tout finir, pour valider ou invalider, ça élève la nation? Là n'est pas la question. D'abord, sur cette question, comme je vous ai dit, il y a eu un débat très intéressant hier. Parce que là, vous donnez un conseil, je crois que c'est un conseil que vous avez donné aux acteurs politiques, alors que vous avez oublié de donner un conseil aux amis juristes. Mais je suis en train de dire que aucun juge n'est au-dessus de la loi. Que les juges, lorsque vous êtes corrompu, c'est qu'il y a eu un corrupteur. Donc, aussi bien celui qui accepte la corruption que celui qui donne la corruption, tous doivent être jugés. Et ceux qui accusent les uns et les autres de corruption, ils ne rendent pas le service qu'il faut à la nation s'ils ne vont pas porter ce fait devant l'autorité qui a compétence pour juger. Comme j'ai dit au départ, je ne défends pas les juges ici, je défends le droit et je défends la correction que nous devons avoir. L'insulte facile que l'on utilise dans notre pays quand on est en désaccord avec un
sont contradicteurs. Ce n'est pas comme ça qu'on se comporte dans des pays civilisés. Et j'ai eu ce privilège énorme d'avoir vécu et d'avoir travaillé sous d'autres cieux. Et je pense qu'il est temps que nous apprenions à respecter les institutions. La justice est une institution. Le juge rend une fonction. Et lorsque le juge a failli, il y a des mécanismes qui sont prévus. C'est ces mécanismes qu'il faut actionner. Donc je ne lave pas les juges ici. Je dis et je répète qu'aucun juge n'est au-dessus de la loi. Et lorsque tel ou tel député ou tel candidat député a l'intime conviction qu'il a été élu et que son invalidation est due à la corruption du juge, eh bien, c'est son devoir civique de porter ces faits et les preuves matérielles de la corruption chez le procureur qui est obligé de mouvementer l'action publique contre le juge concerné, qu'il soit juge de la Cour constitutionnelle ou juge au tribunal de paix. Personne n'est au-dessus de la loi. Et c'est ce courage que nous devrions avoir. Mais je devrais aussi poser la question parce que j'ai le privilège d'être votre invité aujourd'hui. On dit la même chose de nous les professeurs. On parle de points sexuellement transmissibles. On nous accuse de corruption. Mais je pose la question. Lorsque vous avez 13 professeurs qui enseignent dans un cours et que vous devez corrompre pour réussir, vous allez en corrompre combien? Alors, sur les 7 juges qui ont siégé dans cette matière du contentieux électoral, eh bien, ceux qui les ont corrompus, les candidats qui ont corrompu, bien sûr, ils peuvent apporter la preuve. On cite des sommes, je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas combien il a fallu remettre à chaque juge pour qu'ils regardent tous de l'autre côté. Donc, il y avait une somme bien précise, ils se sont partagés, je crois. C'est pour ça que vous dites apparemment. Alors, s'ils se sont partagés, c'est encore d'autant plus facile. Et c'est ce que ceux qui portent cette accusation devraient faire. Parce que si les 7 juges de la Cour constitutionnelle se sont partagés, c'est la très belle occasion d'obtenir les poursuites contre ces juges qui ont exécuté qui ont commis une infraction, et ce qui permettra, lorsqu'ils seront condamnés, de nettoyer la Cour de telle manière que prochainement, on aura des juges qui sont beaucoup plus intègres. Ça, c'est la manière de ramener les choses à l'ordre et de pas de faire tout ce que l'on fait là. Donc, s'il y a eu corruption, eh bien, j'invite tous ces camarades qui se sentent lésés et qui ont les preuves de cette corruption, d'aller saisir le procureur de manière à ce que notre Cour constitutionnelle puisse être nettoyée immédiatement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, toujours avec le plus grand plaisir. Voilà, merci beaucoup à mes fidèles internautes de 3W Plus Clair Télévision. C'était là le professeur Ampoi Kamoulaï. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa, avocat. On se retrouve pour un prochain numéro. Merci à Popo Layumbi qui a été derrière la caméra pour vous faire de très belles images. On se retrouve pour un prochain numéro, toujours sur la Chambre des vérités. Au revoir.